Bernadette Capello, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Numérlivre Isis clé des métamorphoses au rite de Memphis-Misraïm. Un voyage en terre d'Égypte qui repose sur le concept de mort chez les Égyptiens. Et ce concept, est-ce qu'il répond d'une certaine manière aux questions que se posent tous les maçons du monde? D'où viens-je? Qui suis-je? Où vais-je? Et pourquoi? Alors, tout d'abord, je voudrais dire quelque chose qui me paraît essentiel. J'ai souhaité faire un ouvrage référencé, donc avec de nombreuses sources documentaires, qu'elles soient ancrées dans la science que l'on appelle égyptologie, ou qu'elles soient ancrées dans les mythes, ou qu'elles soient ancrées dans le livre des morts, le livre des pyramides, le livre des sarcophages, etc., etc., etc. Bon. Donc je l'ai fait exprès afin que cet ouvrage ne soit pas perçu comme un délire de plus sur le rite de Memphis-Misraïm. Ceci étant, le concept de mort chez l'ancien égyptien est en fait un concept de vie. Le rite de Memphis-Misraïm, comme tous les rites, porte une intentionnalité. Cette intentionnalité est la quête de l'immortalité de l'âme, qui a été abordée, bien évidemment, par les anciens Égyptiens, je dirais pas les Égyptiens, mais les anciens Égyptiens, qui, en définitive, construisent leur vie dans le but de réintégrer ce qui est dénommé le giron de la mer céleste, puisqu'effectivement, dans l'ancienne Égypte, la mère céleste est une déesse et le père terrestre est un dieu. Des auteurs ont parlé des hiéroglyphes et ont pensé que les hiéroglyphes avaient plusieurs niveaux de lecture. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc effectivement, le hiéroglyphe pour l'ancien égyptien est à la fois pensée, son et image. Cela me fait penser au triptyque maçonnique qui met en avant le fait que la pensée, la parole et l'action sont une seule et même chose. Donc, au demeurant, je suis convaincue quelque part que cette chose-là est ancrée dans effectivement le hiéroglyphe, qui est aussi la langue sacrée. Autrement dit, tout comme par exemple les lettres hébraïques sont la langue sacrée de la tradition hébraïque, le hiéroglyphe est la langue sacrée de la tradition des anciens Égyptiens. Pourquoi les hauts grades de Memphis-Misraïm ont débuté au-delà des grades de 33 et que apparemment ils seraient revenus à 33 grades? Une tradition est un ensemble, en ce qui concerne la maçonnerie, une tradition est un ensemble de rituels qui s'inscrivent dans des histoires légendaires, qui s'inscrivent dans des outils et des symboles, qui s'inscrivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une intentionnalité. Et une tradition, elle est une, pleine et entière. Alors, pour forcer un peu le trait, et peut-être j'entends des voix déjà qui vont s'élever contre ce que je vais dire, c'est comme si l'on décrétait que dans le Nouveau Testament, tiens par exemple l'évangile de Saint Jean, paf, on va l'enlever. Bon, donc, enlever un certain nombre de degrés revient à amputer le rite de certaines sources. Dans le rite de Memphis-Misraïm, la première source intellectuelle, c'est la tradition hermétique. La dernière source est la tradition hermétique. Donc quand on réduit une partie de sa tradition, c'est comme si nous n'avions plus de tradition. Alors, est-ce que Arcanarum faisait trembler certains autres rites? Eh bien, à mon avis, c'est leur affaire. Si les Arcanarum les font trembler. Mon affaire à moi est de dire que le secret des secrets, Arcana Arcanorum, le secret des secrets est en fait une synthèse
il y a plusieurs degrés qui font partie de ce secret des secrets, est en fait une synthèse de tout ce qui a précédé et qui vient finaliser cette tradition et qui fait que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et inversement pour faire les miracles d'une seule et même chose. Comment le rite maçonnique de Memphis Mizraïm propose un contre-modèle patriarcal? Et est-ce que ce contre-modèle n'est pas un peu à la mode comme l'idéologie woke actuelle? Une tradition n'est pas à la mode. Ou alors ce n'est pas une tradition. Donc, il y a cette filiation avec les grands ancêtres qui fait que cette tradition de l'ancienne Égypte s'inscrit dans un continuum. Et d'ailleurs, en franc-maçonnerie, on peut effectivement dire qu'il y a aussi une filiation avec les grands ancêtres que nous définissons comme étant nos illustres prédécesseurs. Alors, le contre-modèle patriarcal, oui, bon, c'est peut-être un mot qui fait sourire, etc. Bon. Mais en définitive, il faut retenir un premier élément. La mère, dite céleste, la déesse du ciel, est une déesse. Le dieu de la terre est un dieu. De façon classique, et même en franc-maçonnerie, avec effectivement le logos platonicien et aristotélicien, qui va introduire quand même une grande différence entre l'élément féminin et l'élément masculin. L'élément féminin devient passif. D'ailleurs, plus tard que dans son traité d'Isis et d'Osiris, raconte que c'est Isis qui reçoit tous les germes productifs d'Osiris, alors que l'ancien Égyptien a un autre point de vue, me semble-t-il, c'est que c'est l'élément féminin qui est à l'origine de tout le processus initiatique. Donc en définitive, moi je crois que l'ancien Égyptien nous apprend fondamentalement que la véritable initiation en passe par l'élément féminin. Donc en fait, on a trois personnages dans le mythe isiaque. On a Isis, qui est en fait Aste, l'égyptienne, transformée en Isis, la grecque. Donc Aste provient de Esté, qui veut dire trône. Et qui elle a un trône sur la tête d'ailleurs. Elle a d'ailleurs un trône sur la tête qui laisse penser qu'effectivement, elle est régente de l'univers. Bien. Osiris, qui est le premier-né d'Isis, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes. Ce sont les textes. Et une troisième entité, un troisième personnage, on va le dire comme ça, qui s'appelle Horus, Or, H-O-R, qui veut dire le puissant. Donc, j'ai dénommé ceci l'initiation isiaque. Comme si, effectivement, il y avait trois parties de l'âme. Une partie isiaque, une partie osirienne, une partie orienne. Isis étant à la fois une des parties de l'âme et le processus initiatique dans sa totalité. Voyons ce que dit le culte du soleil. Le culte du soleil, l'ancien égyptien propose 4 états différents du soleil. Atum, c'est le soleil vieillissant qui va mourir au crépuscule. À l'ouest. À l'ouest. On pénètre dans les profondeurs de la Douat, c'est-à-dire du ciel inférieur, des ténèbres. Deuxième entité, nous trouvons Osiris, couché dans un linceul, dans un état momifié, et qui va être réveillé par la puissance féminine initiatique. Troisième état du soleil, Képri, ou Horus, Képri étant le scarabée, qui est le totem d'Horus, qui symbolise la renaissance à l'est. Quatrième état du soleil, dénommé Ré-Orarti, c'est-à-dire le soleil au zénith, le soleil dans sa plénitude. L'histoire des rituels funéraires nous raconte comment Isis intervient, avec sa sœur jumelle d'ailleurs, Nephthys, qui est en fait
une seule et même entité, comment Isis intervient pour réveiller Osiris, le faire surgir à l'est en la forme d'Horus, lequel Horus va continuer son périple au zénith. Et d'ailleurs, c'est pour ça que traditionnellement dans le rite de Memphis, on ne dit pas à l'Orient, mais on dit au zénith de Marseille, par exemple. Bon. Et donc, les rituels funéraires nous racontent comment Isis procède à la solarisation de l'âme d'Osiris par des transformations successives jusqu'à son surgissement à l'est et jusqu'à ce qu'il soit couronné dans sa plénitude, c'est-à-dire à midi, d'où effectivement également l'histoire des midi, minuit dans la franc-maçonnerie. Il faut retenir sans conteste Robert Amblin, qui est un homme qui était intellectuellement brillant, qui a effectivement pris part à de nombreuses sociétés initiatiques. Et nous avons, dans le rite de Memphis Mizraïm, plusieurs sources. Mais plusieurs sources, cela ne veut pas dire pour autant que, par exemple, quand je parle dans le bouquin de la théosophie intracardiaque, cela ne veut pas dire pour autant que nous pratiquons la théosophie intracardiaque en loge. Non, nous savons distinguer ce qui relève de la maçonnerie et ce qui relève d'autres sociétés initiatiques. Cependant, effectivement, il y a des influences. Il y a des regards. Et on va trouver dans le rite de Memphis Mizraïm plusieurs sources intellectuelles qui parlent, par exemple, de la théosophie intracardiaque, qui parlent de l'hermétisme alexandrin, qui parlent des anciens égyptiens, de la tradition des anciens égyptiens, ce qui n'est pas la même chose que la tradition ou la gnose alexandrine. On va trouver également des influences en provenance du mythe de la Rose-Croix, on va trouver des influences en provenance du mythe des Templiers. Donc il est vrai que le rite de Memphis Mizraïm est un rite complexe qui contient en lui-même plusieurs sources constitutives et dont il est assez compliqué d'en trouver le fil d'Ariane. Ce fil d'Ariane ne peut être trouvé que si on se donne la peine d'étudier et de rechercher. Eh bien, Bernadette Capello, merci de nous donner envie de sortir du labyrinthe en travaillant pour s'améliorer. Merci beaucoup, Jacques.